Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui à la Citéco, dans le magnifique Hôtel Gaillard. Je vous invite d'ailleurs à poursuivre votre visite après la conférence pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître encore le musée de l'économie, la Citéco. Donc aujourd'hui, nous allons parler du marché du travail et des mythes et réalités sur le marché du travail, dans le marché du travail. Alors pour me présenter brièvement, je suis Pierre Rousseau, je suis doctorant au CREST, au Centre de recherche en économie et statistique de l'École polytechnique et de l'ENSAE, et je suis président fondateur de la revue Economicus, qui vise à vulgariser la recherche en économie, l'analyse économique, et qui est partenaire de la Citéco dans le cadre de cette saison travail, mais également dans le cadre d'autres projets. Et notamment, nous avons essayé d'élaborer quelques conférences pour vous donner un état des lieux du marché du travail sous différentes dimensions, dont l'une aujourd'hui qui va traiter de beaucoup de sujets. On va essayer de les rendre les plus accessibles les uns les autres pour discuter de ces mythes et réalités du marché du travail. Avec moi, 3 intervenants qui sont spécialistes du marché du travail. Donc ça tombe bien. Par ordre alphabétique, donc nous avons Thomas Breda au centre. Vous êtes chercheur au CNRS, chercheur associé à la Paris School of Economics, et vous êtes directeur du pôle travail à l'Institut des politiques publiques. Vos domaines de recherche donc, incluent l'économie du travail, les relations d'emploi, la fiscalité et les inégalités de genre. Ensuite, à votre droite, Gilbert Sett, vous êtes professeur à la Neoma Business School, où vous enseignez notamment la politique économique. Vous êtes également vous étiez président du groupe d'experts du SMIC entre 2017 et 2024, et actuellement vous présidez le Conseil d'orientation des recherches et des retraités, pardon. Beaucoup de recherches en tout cas sur le, sur le plateau, pardon. Le Conseil d'orientation des retraites et vous êtes membre du Conseil national de la productivité. Et enfin, Michael Laurent, vous êtes administrateur de l'INSEE, chef de la mission d'analyse économique à la DARES, qui est le service statistique et de recherche du ministère du Travail, où vous êtes notamment chargé des questions de conjoncture économique et de prévision. Et vos travaux portent principalement sur les questions de salaire, de coût du travail, d'adéquation entre l'offre et la demande de travail. Et vous avez notamment été rapporteur dans le groupe d'experts sur le SMIC, donc avec Gilbert, qui le présidait. Donc, vous l'avez compris, on a beaucoup de thématiques qui vont être abordées aujourd'hui, et notamment 4. Dans un premier temps, on va parler d'emploi, puis du coût du travail, du salaire, des dynamiques salariales en France. Ensuite, on va aborder les questions de conditions de travail, de qualité du travail, d'organisation aussi du travail. Et enfin, on essaiera d'esquisser un tableau des inégalités dans le travail. Donc, on va essayer de comprendre ce qui tient du mythe et des réalités dans chacune de ces thématiques et de les rendre les plus vulgarisées et accessibles possibles. Et n'hésitez pas, également, un temps sera prévu à la fin de la conférence où vous pourrez poser vos questions avant d'enchaîner sur une autre conférence dont je parlerai à la fin de celle-ci. Donc, sans plus attendre, on va pouvoir plonger dans la première thématique autour de l'emploi. Et Michael, je me tourne vers vous. Donc, vous travaillez à la DARES sur beaucoup de séries temporelles, beaucoup d'analyses, de prévisions. Et si on regarde, ce qui revient beaucoup dans le débat public, on voit que hors période Covid, le taux de chômage a beaucoup baissé depuis 2015, drastiquement même, pour atteindre dans les 7,5% au troisième trimestre de 2024. Et du coup, beaucoup assimilent cet indicateur à une très grande performance du marché du travail. J'imagine que ce n'est pas le seul indicateur qu'il faut avoir en compte. Donc déjà, est-ce que c'est un mythe ou une réalité, cet aspect de performance du marché du travail? Et si vous pouvez nous éclairer sur les dynamiques de ces dernières années sur le marché du travail. Donc effectivement, ce qu'on constate, on a une dynamique qui est en cours depuis 2015 à peu près, hein. C'était le fameux retournement de la courbe du chômage qui avait été annoncé par François Hollande, et il a eu lieu en 2015-2016 à peu près, après 2 périodes de crise quand même majeures, la crise financière de 2008 et puis la crise qu'on appelle maintenant des dettes souveraines européennes au début des années 2010. Vraiment au milieu des années 2010, la conjoncture économique s'est retournée d'un côté favorable pour l'ensemble des pays européens et pour la France. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit effectivement par une baisse du taux de chômage qui est notable, hein. On est passé de largement au-dessus de 10% à aujourd'hui 7,5%. Ces derniers trimestres, on connaît plutôt une stagnation du taux de chômage, mais la baisse a été quand même rapide et importante. 7,5%, c'est un niveau historiquement bas, hein. La dernière fois qu'on avait eu ce niveau, c'était vraiment juste avant la crise de 2008,
rythmé quelques trimestres, mais quand on regarde depuis les années 70, c'est un des niveaux les plus bas que la France ait connu, ce qui d'ailleurs vous posera des questions par rapport à nos voisins européens. On est dans une situation qui est bonne historiquement pour la France, mais avec un niveau de chômage qui reste relativement haut. Ça se traduit aussi, cette amélioration du marché du travail, par une augmentation notable de deux taux, nous, qui nous intéressent particulièrement, le taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de personnes qui travaillent dans l'ensemble de la population, et le taux d'activité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui souhaiteraient travailler ou travaillent. Dans le taux d'activité, on inclut également les chômeurs, des gens qui sont actifs, qui participent au marché du travail, qu'elles aient un emploi ou pas. Et ces deux taux ont également augmenté vraiment rapidement ces dernières années, depuis 2015. Il y a deux faits majeurs quand même qui sous-tendent cette progression. Il y a d'une part le taux d'emploi des seniors, donc les plus de 55 ans, qui a augmenté sous l'effet des réformes des retraites successives qui ont reculé l'âge de départ et d'ouverture des droits. Et donc, du coup, les gens restent un peu plus longtemps qu'avant sur le marché du travail. Donc, forcément, le nombre de gens en emploi augmente. L'autre partie, c'est chez les jeunes. Mais alors là, vraiment, c'est les toutes dernières années où la réforme de l'apprentissage a contribué à faire augmenter le taux d'emploi des jeunes, puisque les jeunes qui sont apprentis ont un contrat de travail et donc travaillent, même si c'est souvent un temps partiel. Enfin, c'est forcément un temps partiel en alternance. On voit cette tendance, comme je disais, dans à peu près tous les pays européens, à la fois la hausse de l'activité et de l'emploi et celle du chômage. Là-dessus, on ne se distingue pas beaucoup des autres pays. Et voilà, on est à des niveaux historiquement hauts pour l'activité et le chômage, ce qui est vraiment un effet positif, et puis un niveau bas sur un niveau haut sur l'activité et l'emploi et un niveau bas sur le taux de chômage, vraiment des niveaux historiques quand on regarde au moins sur les 40 dernières années. Donc, si je comprends bien, pardon, il y a un peu deux facteurs explicatifs dans ces évolutions. Il y en a un qui touche à des réformes, donc les jeunes et les plus âgés, mais il y a aussi des facteurs structurels qui font qu'on a eu un choc, donc c'est les crises dont vous parliez, et finalement on converge vers notre niveau d'avant par dissipation de ces chocs, ou oui, tous les autres pays ont aussi plutôt conjoncturel du coup que structurel, je dirais. C'est vraiment, on a connu deux crises, une période de récession, voilà, on est rentré dans la période plus favorable du cycle économique, un retour de la croissance, et donc une croissance qui se traduit in fine aussi par de l'emploi. Voilà. Mais vraiment plutôt un sujet conjoncturel qui n'est pas uniquement franco-français, hein, qui est une conjoncture européenne. Qui a été favorable à partir dès qu'on est sorti des crises, en fait, notamment grecques, et puis portugaises, espagnoles, quoi. Merci beaucoup. Gilbert, je vais enchaîner sur vous, puisqu'on est sur des questions. Michael a abordé les questions du taux d'emploi. Et notamment, je ne sais pas si c'est possible d'afficher une slide en particulier. Qu'elle va arriver. Mais par rapport à la question du taux d'emploi, parce qu'on a parlé du taux de chômage, mais également d'autres indicateurs, en quoi le taux d'emploi est majeur dans l'explication de la situation française? On présentait un graphique avec beaucoup de couleurs qui illustre le niveau de produit intérieur brut par habitant pour différents pays avancés. Et le petit losange noir, ici, pour chaque pays, montre la distance de chacun de ces pays par rapport aux États-Unis. Vous voyez, ce que vous voyez tout de suite, c'est que la France est à moins 33% en termes de PIB par habitant par rapport aux États-Unis, quand un pays, par exemple, comme les Pays-Bas, ici, est à moins 9% seulement. Donc, la France, à ce titre-là, est un pays pauvre, hein, et non seulement par rapport aux États-Unis, mais par rapport à d'autres pays européens. Et je me comparais ici simplement aux pays européens qui sont plus proches à tout point de vue. Par rapport à d'autres pays européens, donc on est assez pauvre. Et les zones de différentes couleurs décomposent l'écart par rapport aux États-Unis du produit intérieur brut par habitant en différentes composantes: nombre d'heures travaillées par travailleur, le taux d'emploi de la population âgée de 15 à 64 ans, la démographie, c'est-à-dire l'importance, le pourcentage de la population en âge de travailler dans la population totale, l'intensité capitalistique et la productivité globale des facteurs, ces deux termes décomposant la productivité horaire du travail.
Alors, si on se compare, et je me limiterai à ça, parce que sinon on pourrait commenter ce graphique pendant des heures, mais si on se compare, nous, la France, aux Pays-Bas, on voit que moins 33 par rapport aux États-Unis, quand les Pays-Bas sont à moins 9, nous sommes un pays pauvre par rapport aux Pays-Bas. On est à 20, 22, 23, 24% à peu près en dessous des Pays-Bas en termes de produit intérieur brut par habitant. Et quand on essaye de voir quels sont les facteurs qui expliquent le plus cette pauvreté de la France par rapport aux Pays-Bas, eh bien on voit que c'est la zone orange. Ici, vous voyez que la zone orange joue négativement par rapport aux États-Unis, alors qu'aux Pays-Bas, elle joue positivement. Et la zone orange, qui est le premier facteur explicatif, c'est le taux d'emploi. Le taux d'emploi aux Pays-Bas est de 82% quand il est de 69% en France, ce qui est un point haut, hein, comme l'a rappelé tout à l'heure Michael. Donc nous, on a l'impression déjà d'être en situation exceptionnelle si on regarde dans le rétroviseur, mais par rapport à d'autres pays, on n'est pas du tout en situation exceptionnelle. On est très bas en termes de taux d'emploi, et ça nous appauvrit. Et les 3 segments de la population sur lesquels on est bas par rapport aux autres pays, c'est les moins qualifiés, hein, les personnes qui n'ont pas de diplôme ou le diplôme le plus faible, les jeunes, et les jeunes, malgré déjà la progression hein, favorable qu'on a eue grâce à la réforme de l'apprentissage, l'augmentation fantastique du taux d'emploi des jeunes, et puis les seniors, malgré également l'effet des réformes précédentes, dont la réforme Woerth de 2010. Là, évidemment, on n'a pas encore les effets de la réforme en cours. Donc, vous voyez, c'est ça qui nous appauvrit. Juste pour vous donner une conséquence de cette situation de pauvreté relative de la France par rapport aux Pays-Bas, on parle beaucoup en ce moment de finances publiques. Les finances publiques françaises sont en mauvais état, hein, ça ne vous a pas échappé, c'est difficile de passer à côté de cette actualité. Eh bien, l'une des raisons de la chose, c'est la faiblesse du taux d'emploi de la France par rapport à d'autres pays. Si les Pays-Bas ont des finances publiques florissantes, je rappelle qu'aux Pays-Bas, le ratio d'endettement sur PIB, il est inférieur à 50%. Alors qu'en France, vous savez, il dépasse largement 110%. Eh bien, si nous avions d'un coup de baguette magique le taux d'emploi des Pays-Bas, même sous des hypothèses vraiment très prudentes, hein, consistant à dire que les nouvelles personnes en emploi seraient moitié moins productives que les personnes déjà en emploi, eh bien, le produit intérieur brut français augmenterait de plus de 10%, et 10% d'augmentation du produit intérieur brut. Produit intérieur brut, arrondissons-le à 3 000 milliards, il y a un taux de prélèvement obligatoire en France de 45,3%, mais ça ferait ça environ 140 milliards en plus par an de recettes publiques. Donc vous voyez, nos difficultés seraient différentes. 140 milliards, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est la somme des 2 plus gros budgets, éducation nationale et défense. Hein. Éducation nationale et défense, les deux plus gros budgets. Donc vous voyez qu'avec ça, on n'aurait plus les difficultés qu'on a en ce moment pour financer la transition climatique, le désendettement public et toutes les politiques structurelles qu'on veut financer. Donc notre situation est bien plus favorable qu'elle l'était dans le passé, comme le dit Michael, par l'augmentation du taux d'emploi des seniors et des jeunes. Néanmoins, la route est longue pour devenir un pays qui peut prétendre avoir les moyens de financer ses ambitions. Pour l'instant, on a beaucoup d'ambitions, un système social très développé, on a l'ambition d'avoir une éducation nationale, ou en tout cas on aimerait tous avoir une éducation nationale d'une autre ambition, restaurer l'ambition qu'on a pu avoir dans le passé, un système de santé, etc. Pour l'instant, on a beaucoup d'ambitions, mais on n'a pas les moyens de les financer. L'augmentation des taux d'emploi, c'est évidemment la réponse à ça, et ça signifie des réformes pour augmenter le taux d'emploi des plus qualifiés, des réformes pour augmenter le taux d'emploi des jeunes, des réformes pour augmenter le taux d'emploi des seniors. Et pour les seniors, bon, en tant que président du Conseil d'orientation des retraites, évidemment, je ne peux pas ne pas mentionner la récente réforme des retraites qui devrait augmenter la population en emploi à long terme de 1,5%. C'est déjà quelque chose de considérable, 450 000 personnes à peu près. Merci beaucoup. Juste avant de passer à vous, Thomas, il y a quelque chose qui est assez flagrant dans ce graphique. C'est, comme vous disiez, on se considère souvent comme un pays riche, en fin de compte, avec des ressources d'un pays riche. Vous avez montré que ce n'était pas le cas. En plus, avec l'actualité brûlante, on le sait. Mais ce qui est flagrant, c'est qu'on voit qu'on appartient à, finalement, les pays du Sud
de l'Europe qu'on associe généralement aux pays pauvres, un peu à la traîne en Europe. Par exemple, si on regarde, on a l'Italie, l'Espagne qui sont dans des situations assez similaires à la nôtre, avec aussi un déficit de taux d'emploi important. Oui, d'autres pays sont dans une situation, alors il y a toujours des différences, hein, situation un petit peu comparable. Par exemple, le taux d'emploi qui est bas en Espagne et en Italie, c'est plus qu'en France un taux d'emploi, le taux d'emploi des femmes qui est bas. Les femmes sont peu sur le marché du travail en Italie et en Espagne, contrairement au Portugal d'ailleurs, où elles sont beaucoup sur le marché du travail. Et par contre, l'âge de départ à la retraite, les seniors hommes sont beaucoup plus en emploi. Je rappelle que l'âge de départ à la retraite en Italie, c'est 67 et ça va passer à 70 ans. Il y a une réforme qui est envisagée. Mais il y a d'autres pays qui sont intéressants à signaler. Un pays comme la Belgique. Vous voyez, un pays comme la Belgique, dans le débat public, est souvent pris en exemple d'un pays qui semblerait réussir parce que le taux de chômage est de 5,5%. Presque la cible de plein emploi que avait évoqué Emmanuel Macron il y a quelques années. Mais la performance, en fait, de la Belgique n'est pas bonne. La Belgique est un pays comme la France. Il y a un faible taux de chômage. Pourquoi? Parce qu'il y a un comportement d'activité qui est faible. Il y a un comportement d'activité qui est plus faible qu'en France. Donc, leur performance en termes de taux de chômage n'est pas une réelle performance sur le marché du travail. Et la Belgique est pauvre, comme la France, avec des difficultés de finances publiques, comme la France, difficultés très très fortes de finances publiques. Et la principale raison, c'est la faiblesse de son produit intérieur brut par habitant, que vous voyez ici dans la position du losange noir de la Belgique, qui évidemment réduit les recettes de finances publiques. Merci beaucoup. Et on reviendra sur le point des solutions possibles pour augmenter ce taux d'emploi, mais qui va sûrement toucher à des politiques d'éducation, de formation, de transition. Thomas, maintenant, je m'adresse à vous. Sentez-vous libre de compléter aussi le diagnostic de chacun. Et j'ai envie de mettre en avant une dynamique qui se ressent beaucoup ces derniers temps sur le marché du travail, la dynamique des conditions de travail. On entend souvent que les conditions de travail en France sont très mauvaises. Est-ce que c'est un mythe? Comment peut-on démêler le mythe de la réalité sur cette thématique? Merci. Je pensais qu'on en parlait à la fin, mais ça me va, ça me va. Non, peut-être deux éléments un peu de rebond. Donc, Mickaël disait à la fois qu'on n'avait pas eu de taux de chômage si bas depuis la fin des années 70, hein, je crois, à part très brièvement, peut-être en 2007. Mais tu disais aussi à la fin que la reprise était en partie conjoncturelle. Mais il y a quand même du coup quelque chose de structurel, c'est-à-dire, je ne suis pas sûr, enfin, peut-être que mes voisins sont capables d'expliquer totalement ça, mais il y a un ensemble de facteurs qui fait qu'aujourd'hui, on est revenu à des taux de chômage qu'on n'avait pas eu en France depuis 45 ans. Presque 50 ans, un demi-siècle. Donc c'est quand même bien malin qui pourra expliquer exactement quelles sont les causes. On en voit plusieurs, on peut en citer plusieurs, mais c'est quelque chose qui, moi, continue de m'interroger en partie, qui peut être vu comme une bonne nouvelle, même si on a des pays, la Belgique par exemple, il y a plein de pays pour qui 7,5% de chômeurs ne va pas être une très bonne performance. Donc on est, nous qui étions parmi les pays développés, vraiment parmi les plus mauvais sur les questions de taux de chômage, taux d'activité, on a beaucoup progressé, mais on reste un pays où l'activité est limitée. Alors après, peut-être un peu plus... une réaction un peu plus politique à ce que disait Gilbert, c'est-à-dire qu'il y a une question quand même de quel est le choix politique, l'objectif qu'on souhaite avoir pour notre pays. Et donc, si on veut effectivement financer plein de biens publics, l'éducation, etc., être le plus riche possible, il faut travailler plus. Mais la question peut quand même se poser. Et ça va me permettre de parler des conditions de travail, parce que je pense que c'est... il y a un lien qui est assez direct. Donc, il y a pas mal de travaux qui sont faits par des économistes qui ne sont peut-être pas les plus visibles ou les plus connus, pour aussi des raisons de structuration de la discipline, c'est-à-dire que c'est des travaux assez simples finalement, c'est des grandes enquêtes européennes ou internationales où on va regarder les conditions de travail, on va comparer les pays. Alors tous les économistes qui sont des champions de la technique, etc., vont faire des choses beaucoup plus compliquées, puis ils vont ignorer ça.
Et je trouve qu'il y a quand même un petit sujet, parce que c'est des questions très importantes quand même quand on veut penser au marché du travail. Et c'est bien de penser à l'emploi, au salaire, aux inégalités de salaire, bien sûr. C'est important d'avoir ces indicateurs objectifs. Mais tous les aspects quand même de qualité du travail, donc les chercheurs qui s'intéressent à ces questions, on parle de qualité du travail, qui est une dimension très globale, qui va inclure à la fois la rémunération de salaire, les conditions d'emploi, le fait d'avoir un CDD, un CDI, du temps partiel, du temps plein, les conditions de travail au sens de risque professionnel, la capacité à concilier vie familiale et vie professionnelle. Donc un indicateur beaucoup plus large qui prend en compte très multifactoriel, 6 dimensions en tout. Et quand on regarde cet indicateur, la France est effectivement très mauvaise sur les questions de conditions de travail. Par exemple, on a plus de 600 000 accidents du travail par an, 600 morts d'accidents du travail par an. Et si on compare ça à d'autres pays, on n'est pas bon. Sur les questions de risque professionnel, d'intensité du travail, de conciliation vie personnelle, vie professionnelle, on est aussi assez mauvais. Et si on faisait des groupes de pays, on serait aussi plutôt comme les pays du Sud, comme l'Espagne ou l'Italie. Et on est très loin des pays du Nord ou des pays comme l'Allemagne, où du coup la qualité de l'emploi ou même l'aspect juste conditions de travail va être meilleure. Donc, bon, après, je pourrais en parler longuement, mais il me semble que sur la question d'augmenter le taux d'emploi via des réformes, et aussi dans une situation plus récente où on a eu des pénuries de main-d'œuvre dans plein d'emplois, avec des difficultés pour les employeurs à recruter, des jeunes qui peut-être ne veulent pas travailler, je pense que c'est bien d'avoir cette perspective-là aussi sur les conditions de travail, les conditions d'emploi. On va en pouvoir reparler plus tard de qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi sur ces dimensions-là, mais il me semble qu'on a un sujet qui est peut-être pas suffisamment regardé en France aussi sur ces aspects-là. Oui, exactement. On cherche plus d'emplois, mais dans quelles conditions on créerait cet emploi, si je comprends bien. Oui, c'est ça ma perspective sur cette question-là. Il y a plein de manières de créer des emplois, mais si ensuite les gens sont malheureux au travail, on a un grand paradoxe français qui est mis en avant par le sociologue Dominique Méda depuis des décennies, et que les Français dans les enquêtes déclarent que le travail c'est très important pour eux. Donc le mythe du Français oisif qui veut pas travailler, il tombe un peu quand même. Quand on regarde les enquêtes, les Français déclarent que c'est une partie très importante de leur réalisation de soi. C'est important pour eux le travail. Mais pour autant, la satisfaction au travail est très mauvaise. Donc on a quand même ce problème-là qui date pas d'aujourd'hui et qu'on a besoin de régler. Alors, après, je peux rentrer dans les causes, etc. Mais peut-être qu'on... Peut-être garder ça pour la prochaine partie, mais on va voir en fonction d'où le débat nous mène. Mais justement, pour rebondir avec ces conditions de travail, Michael, il y a une dynamique qui semble, peut-être qu'elle date d'avant, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup ressorti après la crise du Covid, toutes ces questions de tension de marché. Où justement, est-ce que dans des secteurs, par exemple, on pense beaucoup au transport, il y avait à l'époque les boulangers, d'autres métiers qui étaient en tension. Est-ce qu'ils sont en tension? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes de main-d'œuvre pour finalement peu d'offres. Est-ce que c'est lié à ces conditions aussi qui n'attirent pas finalement, alors qu'il y a une demande forte? Ouais, tout à l'heure, j'ai dressé un portrait assez positif de la période 2015 à aujourd'hui, de l'évolution du marché du travail. Cette amélioration sur le front emploi-chômage, elle s'est quand même accompagnée de nuages un peu plus sombres. Et effectivement, les tensions, les difficultés de recrutement, ça a fait partie des indicateurs qui, eux, ont évolué plutôt négativement. Donc, ils ont augmenté. Les tensions ont augmenté au cours de la période. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a un effet qui est un peu purement conjoncturel, c'est-à-dire que quand on a une économie qui crée de l'emploi, qui est dynamique, où on a besoin justement de recruter de plus en plus, plus vous recrutez, plus les tensions deviennent perceptibles, et plus effectivement vous allez être enclin à dire que c'est difficile de recruter parce que vous êtes en train de recruter aujourd'hui, puis vous avez du mal parce qu'en fait votre voisin il est aussi en train de recruter, donc il y a une espèce de concurrence, des indicateurs de tension qui augmentent un peu conjoncturellement.
donc ils sont dans le cycle. Quand l'emploi va mieux, quand le chômage baisse, on a toujours des tensions qui augmentent un peu en parallèle. Et d'ailleurs, c'est un de nos indicateurs qu'on regarde très attentivement aujourd'hui parce que les tensions diminuent. Et donc on se dit peut-être qu'il y a un risque que le chômage, lui, se remette à repartir à la hausse. Alors, c'est pas le cas aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une des énigmes où on parlait des questions structurelles. Là, on est en train de regarder. Alors, je vais rentrer dans des outils un peu techniques, mais on a remis à jour là, dans une publication de la semaine dernière la courbe de Beveridge pour la France. Donc, c'est la courbe de Beveridge qui regarde l'évolution du chômage et l'évolution des tensions. Et ce qu'on essaye de mesurer, c'est un peu la qualité de l'appariement du marché du travail. Donc, à quel point c'est facile pour un employeur et pour un demandeur d'emploi de se trouver l'un l'autre, et un peu la qualité du fonctionnement du marché du travail, mais vraiment marché au sens j'ai de l'offre et de la demande et comment les deux s'ajustent. Et en fait, sur les derniers mois, sur le dernier trimestre, on a un chômage qui stagne et des tensions qui baissent très très vite. Donc, qui a plutôt tendance à dire qu'on serait sur un appareillement qui s'améliore, alors qu'en fait, on avait plutôt constaté justement au moment des crises de la dette souveraine, etc., on avait constaté plutôt une dégradation de cet appareillement qui a pu aussi expliquer pourquoi le chômage est resté haut très longtemps. Et donc, voilà, sur des effets structurels, en fait, on a eu une amélioration du marché du travail à un moment où on avait un appareillement qui était plutôt dégradé par rapport à ce qu'on a vu dans le passé. Et là, ces derniers trimestres, plutôt une amélioration des raisons structurelles. Alors, est-ce que c'est lié, par exemple, aux réformes récentes de l'assurance chômage qui ont quand même durci beaucoup les conditions d'indemnisation, donc qui ont des incitations aujourd'hui plus fortes pour reprendre des emplois, des choses comme ça, c'est possible. Mais donc, une fois qu'on a traité de ces questions un peu conjoncturelles sur les tensions, il reste des problèmes qui, eux, sont liés à des problèmes de qualification, à des problèmes d'attractivité des métiers. Donc, tu as évoqué les transports, mais on peut aussi citer l'hôtellerie, hôtellerie-restauration, qui fait partie des secteurs où les tensions sont très élevées. La construction, le bâtiment, c'est un secteur pour lequel le niveau de tension est toujours 3 à 4 fois plus élevé que dans les autres secteurs, historiquement. Et là, aujourd'hui, où tout le monde baisse, la construction, ça baisse un petit peu, mais ça reste à des niveaux assez stratosphériques. Là, on sent qu'il y a des questions quand même de qualification, d'attractivité des métiers qui restent, mais qui n'ont pas drivé, à mon sens, majoritairement l'évolution récente, où c'était plutôt un effet conjoncturel qui était majeur. Pour aller dans votre sens sur la question des conditions de travail sur ces marchés en tension, en fait, il y a des études par des collègues qui regardent sur des sites de publication d'offres, que ce soit France Travail ou des entreprises un peu plus ciblées sur certains métiers comme la restauration, qui font des analyses pour voir comment va réagir le nombre de candidatures à une offre si on change des paramètres de cette offre. Par exemple, si je passe dans la restauration une offre de chef de rang, si je change le contrat de CDD à CDI, de combien je vais augmenter mon nombre de candidats? Si je augmente de 10% mon salaire, de combien j'augmente? Et ce qu'on voit typiquement, c'est que quand on a fait ces analyses à France Travail, on voit que dans les métiers en tension, on a vu des augmentations de candidatures lorsqu'on changeait des paramètres qui étaient comme le salaire ou le type d'horaire qui passait à des horaires de nuit, à des horaires plus traditionnels, un CDD, un CDI. Mais paradoxalement, dans certains métiers, il y avait plus de réactivité à un contrat plus court qu'un contrat long, un peu moins de salaire, parce que par exemple, boulanger, il y avait plus de réactions pour davantage de CDD, pour être peut-être plus flexible. C'est des raisons inhérentes à la profession. En tout cas, on voit que dans la majorité même dans la totalité de ces métiers en tension, lorsqu'on change un paramètre pour aller dans un degré plus avec des meilleures conditions de travail, il y a une augmentation du nombre de candidatures, ce qui veut peut-être dire du coup quelque chose dans ce sens. Gilbert, je me tourne vers vous sur ces questions. Est-ce que vous partagez aussi ces constats sur les tensions tensions sur le marché du travail? Je voudrais juste revenir d'abord sur un petit point, puis ensuite je viendrai sur les tensions. C'est vrai que ces derniers temps, on se gargarisait beaucoup en France sur le fait que le taux d'emploi était à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 1975, depuis que l'INSEE a initialisé ces séries. Donc on se dit bravo, bravo, bravo. Quand on regarde le taux d'emploi par genre, on voit que du côté des femmes, on est très largement au-dessus. Du côté des hommes, on reste en dessous des niveaux qu'on avait au début, enfin dans la décennie 70. Donc l'augmentation, vraiment la belle réussite de cette augmentation du taux d'emploi et de ce niveau des taux d'emploi plus fort que tout ce qu'on a observé sur les 50 dernières années, certes, elle est belle cette réussite, mais elle doit beaucoup à
à l'aspiration, à la volonté des femmes d'une forte présence sur le marché du travail, d'une autonomie professionnelle et financière. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas laisser évidemment indifférent. Alors sur les tensions, complètement d'accord avec ce que vient de dire Michael, quand on trace ce qu'on appelle les courbes de Beveridge, effectivement, qui mettent en relation le taux de chômage avec les tensions sur le marché du travail, pourcentage, pour faire simple, de postes qui ne trouvent pas de candidats. Ce qu'on observe, c'est que la France connaît des fortes tensions sur le marché du travail, c'est-à-dire des postes non pourvus, pour parler simplement, pour un taux de chômage, à partir d'un taux de chômage beaucoup plus haut. C'est-à-dire que nous, quand le taux de chômage est encore haut, on connaît déjà des tensions sur le marché du travail, alors même que ces tensions n'apparaissent dans certains pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas qu'à partir d'un taux de chômage assez bas. Donc on comprend davantage les tensions. Donc la France est un pays qui connaît des tensions assez fortes comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, mais pour un taux de chômage plus élevé, comme d'autres pays comme l'Italie et l'Espagne, qui connaissent des tensions, eux, plus faibles, mais qui ont aussi un taux de chômage plus élevé. Et ça, ce constat, ça signifie qu'il y a des problèmes de fonctionnement du marché du travail un petit peu spécifiques à la France. On avait montré ça dans un papier avec Antonin Bergeot, il y a 1 an et demi de ça. Donc il y a des tensions du travail, un fonctionnement du marché du travail qui est un peu moins efficace en France que dans d'autres pays qui nous entourent, même les pays d'Europe du Sud, dans lesquels les forts niveaux de taux de chômage ne s'accompagnent pas de niveaux de tension, comme ce qu'on a pu connaître en France sur les 3-4 dernières années. On a des tensions de pays à bas taux de chômage, alors que nous sommes un pays à relativement fort taux de chômage, comme les pays d'Europe du Sud. Et c'est là où il y a un problème. Il faut améliorer évidemment le fonctionnement du marché du travail, ce qui n'empêche pas évidemment d'avoir une réflexion sur l'attractivité des postes, sur l'attractivité des conditions de travail, parce que l'attractivité des postes, ce n'est pas simplement une question salariale, bien sûr. Et est-ce que vous avez pu esquisser des pistes de réflexion pour justement améliorer ces tensions Évidemment, il y a toute une... Bon, d'abord, les branches professionnelles elles-mêmes se sont pas mal mobilisées quand elles constatent ces situations de tension. Par exemple, dans les HCR, les hôtels, cafés, restaurants, il y a eu toute une réflexion au niveau de la branche pour savoir comment élever l'attractivité des postes, mais par le fait de garantir aux employés dans cette branche de bénéficier de davantage de soirées, de libre, de jours, de week-end de libre pour avoir leur vie familiale et amicale et personnelle, quoi, davantage prise en compte. Donc il y a une réflexion au niveau de cette branche, une réflexion d'ailleurs qui est toujours en cours pour augmenter l'attractivité, parce que évidemment, en dehors des questions salariales, on se rend bien compte que pour quelqu'un, en particulier quelqu'un de jeune, avoir éventuellement 5 ou 6 soirées de prise par semaine, donc sans vie familiale et sans vie personnelle, pas mal de journées dans le week-end, c'est quelque chose qui réduit l'attractivité, surtout en 2024, bientôt de 2025. Donc la branche elle-même, déjà, apporte des éléments de réponse à cela. Et puis bien sûr, du côté des pouvoirs publics, il y a des politiques de formation, mais il ne faut pas se leurrer quand même. Les secteurs qui quantitativement connaissaient le plus de tensions ne sont pas des secteurs dans lesquels le besoin de formation, on parlait des HCR, besoin de formation initiale, est le plus pointu, le plus fort. Donc il y a vraiment un problème d'attractivité, mais l'attractivité, ce n'est pas simplement une question de demande de travail, des conditions de la demande de travail, c'est aussi une question d'offre de travail. Dans quelles conditions je dirais, on met les personnes face à la nécessité d'avoir une recherche très active d'emploi sur le marché du travail, comme ce qui se fait dans d'autres pays, par exemple les pays nordiques et scandinaves. C'est un peu, je dirais, la logique de la réforme en France du RSA, la logique de certaines composantes de la réforme de l'indemnisation chômage, de pousser, de stimuler, d'inciter davantage l'offre de travail à être très active dans sa recherche d'emploi. Donc c'est quelque chose de complexe, hein. Ça ne veut pas dire que tous les chômeurs sont bien sûr des personnes qui refusent de travailler, mais de la même façon qu'on ne considère pas tous les conducteurs d'automobiles comme des chauffards,
on fait quand même des contrôles de vitesse. On ne considère pas tous les foyers fiscaux comme des resquilleurs, mais il y a quand même des contrôles fiscaux. Eh bien, de la même façon, il faut, du côté de l'offre de travail, être très attentif à ce que les recherches d'emploi soient les plus dynamiques et effectives possibles. Et on a encore du chemin à faire en France. Merci. Je serais tenté de continuer dans la direction des conditions de travail, parce qu'on est bien lancé. Thomas, est-ce que vous voulez ajouter des éléments à ce que disaient Michael et Gilbert Oui, ouais, je veux bien. Faire poser avant de passer à une autre thématique. J'en ai plein en tête, alors je les restructure, mais non, sur les conditions de travail, il y a aussi de manière un peu adjacente la montée en puissance du travail indépendant, des micro-entreprises, du travail des plateformes. Donc ça fait partie des grandes mutations, avec tout un tas de questions aussi sur la protection sociale qui est attachée, voilà, la création de statuts qui ne sont pas du salariat, mais qu'en fait c'est souvent requalifié comme salariat dans les procès, qui posent beaucoup de questions aussi sur lesquelles il va falloir plancher beaucoup. Et puis, il y a des grandes mutations aussi avec l'intelligence artificielle, Big Data. Alors, j'étais à une conférence à Bruxelles avec des think tanks, des gens de la Commission européenne. Ils sont vraiment complètement obsédés par ça. Avec eux, une vision plutôt, qu'on dira, nous, schumpeterienne, c'est-à-dire qu'ils pensent que tout ça, ça va détruire plein d'emplois, mais c'est pas grave, ça crée d'autres besoins. Donc, il faut requalifier les gens, les reformer. Puis, voilà, mutation du marché du travail avec un besoin de formation en compétences liées au métier du big data, de l'intelligence artificielle. Bon, alors ça peut marcher, c'est sans doute vrai, mais quand même, il va y avoir beaucoup d'emplois détruits. Il y en a eu déjà par les transformations technologiques et révolutions technologiques qu'on a eues déjà depuis 20 ou 30 ans. Mais il y a aussi ces questions-là. Bon, là, je rebondis sur les questions des tensions. Mais pour le coup, il y a deux sujets. Il y a effectivement les tensions sur les métiers très qualifiés, peut-être liés à des domaines émergents comme ça. Et alors après, peut-être pour rebondir sur le sujet des tensions dans les métiers comme hôtellerie, restauration, bon, la logique économique, elle reste très simple. Donc, il y a l'offre et la demande. Donc, une question peut-être que la protection sociale ou le RSA, le chômage en France sont trop généreux. Donc, les gens ne veulent pas travailler pour le salaire qu'on leur promet. Donc, l'offre de travail, c'est les gens qui offrent leur travail. Pour rappeler ça, c'est du côté des gens qui veulent travailler ou non. Et la demande, c'est du côté des entreprises qui veulent embaucher ou pas les individus. Donc, il y a plusieurs manières d'agir sur l'offre. Il y a rendre plus difficile les conditions de la protection sociale ou forcer les gens à retrouver des emplois. Et puis, il y a jouer de l'autre côté sur l'attractivité des métiers et les salaires. Et là, je voudrais quand même mentionner beaucoup de travaux récents sur le marché du travail en France et ailleurs qui montrent en fait que les salaires s'ajustent assez mal à la hausse. C'est-à-dire, on dit que les entreprises ont du pouvoir de marché ou du pouvoir de monopsone. Au lieu d'être un monopole sur ce qu'elles vendent, elles ont une sorte de monopole sur leurs employés. Ce qui fait qu'un marché fonctionne bien, c'est qu'il doit être très fluide. C'est-à-dire, pour que le prix des pommes reflète effectivement le coût de production des pommes, il faut que les gens qui achètent les pommes puissent très facilement aller au marchand de pommes d'à côté, acheter les pommes si vous les vendez trop cher. Et qu'ils soient au courant, qu'ils aient l'information, que voilà, ils puissent. Ça, c'est ce qui fait qu'un marché concurrentiel va bien fonctionner. Ça va pas du tout pour le marché du travail. Ça ne fonctionne pas comme ça, le marché du travail. Donc les gens sont captifs de leur entreprise, ils ont des familles, ils ont des coûts, ils peuvent pas bouger très facilement. Et ça donne du pouvoir de marché aux entreprises. Et je le dis pas comme juste un argument théorique, c'est-à-dire qu'il y a eu des dizaines, des centaines même de travaux empiriques récents qui le montrent. Donc les économistes du travail appliqué redécouvrent ça un peu soudainement, que le salaire ne s'ajuste pas beaucoup à la hausse. Et quand il y avait les pénuries de main-d'œuvre aux États-Unis, je me rappelle, Joe Biden avait rencontré le patronat américain et leur avait dit payez-les plus. Vous voulez que les gens travaillent, payez-les plus. C'était avant, enfin, je pense que c'était avant qu'il ait complètement perdu la tête. Vous pouvez vous faire votre propre opinion, mais en tout cas, voilà, il y a des difficultés aussi qui sont par le salaire ou les conditions de travail ou l'attractivité des métiers sur plein de dimensions
où le marché ne fonctionne pas totalement correctement. Donc voilà, il y a plusieurs choix politiques à nouveau, d'agir sur les chômeurs, les accompagner mieux, les forcer éventuellement à prendre des emplois, etc. On peut faire ça, mais on peut aussi réfléchir aux moyens d'améliorer les conditions de travail, l'organisation de travail, et aussi les salaires, par exemple avec des syndicats plus puissants, plus représentatifs, qui vont être capables de négocier, d'augmenter les salaires dans des entreprises qui ont des rentes, etc. etc. Voilà, donc bon, c'était pour nuancer un peu qu'on peut agir à la fois du côté de ce qu'on fait, du côté RSA, allocation chômage, mais aussi du côté de l'attractivité des métiers, où là, le marché ne joue pas son rôle tout seul non plus. Merci beaucoup. Avant de rebondir sur cette question des salaires avec Michael, j'aimerais apporter aussi il existe des études. Si on revient sur la question tout à l'heure dont je parlais avec la réactivité des caractéristiques des offres par rapport au nombre de candidats, on voit que justement, je crois que c'était peut-être la DARES qui avait sorti une étude, ou alors d'autres études, je ne veux pas me mettre en porte-à-faux non plus, Michael, mais qui montrent justement que dans des marchés en tension, il y a très peu de changements de caractéristiques des offres. C'est-à-dire que si une entreprise a du mal à recruter, il va y avoir très peu d'ajustements de ces caractéristiques des offres pour attirer les candidats. Donc, ça prouve qu'on parle souvent en France de la responsabilité, des politiques publiques, de la responsabilité de l'État pour pallier les problèmes de l'offre et de la demande, mais il y a quand même une marge de manœuvre dans les entreprises de pouvoir adapter les critères des offres pour attirer davantage de candidats. Ma parenthèse est terminée et Michael, donc pour rebondir sur les points de Thomas au sujet des salaires, on parle souvent de deux types de marchés sur le marché du travail, le marché primaire et secondaire, qui définissent deux types d'emplois, deux types de salaires différents. Et justement, est-ce qu'il y a donc l'un avec des salaires plus faibles, des qualités plus des temps partiels, plus de CDD, de contrats d'intérim, et le primaire avec plus des dynamiques salariales plus importantes. Est-ce que c'est compliqué de passer de l'un à l'autre? Est-ce que les dynamiques salariales sont fortes quand on compare les deux? Oui, effectivement, je pense que c'est un angle d'attaque pour comprendre le marché du travail, la question de la dualité du marché du travail avec donc ce marché primaire qui est un peu ce que vend l'économie capitaliste de la carrière professionnelle. Je rentre dans une carrière, je suis formé pour un métier, je rentre dans ce métier, j'ai une progression salariale et fonctionnelle qui m'attend jusqu'à la retraite. Ça, c'est vraiment le modèle principal d'une trajectoire professionnelle. Et à côté, un marché, donc ce qu'on appelle nous secondaire, qui est plutôt le marché de la précarité, donc qui cumule souvent avec des indices de précarité, donc des mauvais salaires, des temps partiels, des conditions de travail contraignantes. Donc, c'est une bonne façon de regarder le marché du travail parce qu'en fait, on peut se poser des questions un peu différemment. On peut se poser la question de c'est quoi l'intensité de la précarité sur le marché secondaire? Est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle diminue? C'est quoi effectivement la façon de passer d'un marché à l'autre? Est-ce qu'on est sur deux choses très étanches avec un marché protégé et puis un marché secondaire plutôt où on est condamné à des trajectoires compliquées. Et donc, ça amène vraiment des réflexions très intéressantes. Il y a aussi l'idée que le marché secondaire peut servir de poids pour après aussi peser sur le marché primaire pour justement des questions de ah ben on va pas augmenter les salaires, regardez ceux d'à côté, ils sont moins bien traités que vous, donc on peut pas. Enfin voilà. La question de la pression du chômage aussi, du risque du chômage sur l'emploi, Thomas l'a un peu évoqué. Dans les études qui permettent un peu de documenter ce lien entre les deux marchés, elles se fondent souvent sur, on regarde les trajectoires salariales. Donc en gros, on va considérer que, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais on va considérer que le marché secondaire concentre les gens qui sont à bas salaire, surtout à partir de 30 ans, parce qu'en début de carrière, on commence bas, mais on progresse très vite. Mais donc les gens qui sont un peu durablement à bas salaire, et on regarde ce qu'ils deviennent. Et en fait, on constate deux choses. On constate, la première, c'est que il y a beaucoup de gens qui sortent très vite, donc des gens qui sont rémunérés au SMIC ou pas loin. En fait, il y en a plus de la moitié. L'année d'après, ils sont plus du tout rémunérés au SMIC. Ils sont à des niveaux de salaire nettement supérieurs, voire très nettement supérieurs. Donc, il y a une forte mobilité. On reste pas trop en fait dans le marché secondaire. On le voit aussi quand on regarde les gens qui sont dans des contrats courts, des contrats de moins d'un mois. En fait, la majorité des gens dans cette situation, sur une année, ils auront eu un ou deux contrats courts et puis après, ils auront eu un contrat un peu plus long. Donc, il y a vraiment
c'est un endroit où on passe, mais on n'y reste pas forcément très longtemps. La deuxième chose qu'on constate, c'est qu'en fait, on y revient. Les gens qui sont passés par le marché secondaire à un moment, même s'ils en sortent assez vite, on voit quand même beaucoup de trajectoires d'aller-retour. Donc, je suis au SMIC, puis un peu au-dessus, mais après, je reviens assez vite au SMIC. Et donc, les gens qui sont passés par le marché secondaire voilà, ont plutôt tendance à plus y revenir que les autres. Et puis, enfin, on constate qu'il y a des gens qui y restent très longtemps. Il y a des trajectoires durables de personnes qui sont dans des métiers. C'est souvent des métiers qui sont dans cette situation. Alors, on les connaît, c'est les agents de nettoyage, l'hôtellerie-restauration, c'est des métiers où durablement on est sur des conditions de travail compliquées, des bas salaires, des temps partiels, voilà, des temps partiels souvent subis, c'est voilà, des choses comme ça, et des trajectoires salariales qui ne sont pas du tout favorables, contrairement. Et peut-être juste un dernier point qui est important aussi pour le, pour le contexte, c'est qu'aujourd'hui, le marché primaire, ça représente quand même 90% en gros du salariat. Donc, c'est quand même une situation nettement majoritaire en France aujourd'hui. Je pense que c'est important de le rappeler. Faut pas du tout, ça ne veut pas dire du tout qu'il faut négliger des inégalités qu'il y aurait au sein de ce marché, par exemple des inégalités de genre, des choses comme ça. Mais globalement, cette partie-là du marché fonctionne à peu près et les promesses sont réalisées. Et donc le marché précaire, c'est en gros 10%, ça augmente un peu, voilà, c'est fluctuant, mais ça reste quand même une partie marginale du marché du travail quand on le regarde de loin, quoi. Pour rebondir, donc cette question des salaires, de ces deux marchés et de la porosité entre les deux, justement, vous disiez qu'il y a des allers-retours, des gens qui y restent. Est-ce que ça rejoint un peu le débat débat assez récent dans le débat politique et économique actuel des exonérations et du coût du travail, donc les exonérations de cotisations sociales. C'est-à-dire qu'à un certain niveau de salaire, notamment à partir du SMIC, il y a des exonérations de cotisations sociales. Et est-ce que ce dont vous parlez, ces allers-retours dans le marché secondaire, du marché primaire au secondaire, est-ce que ça montre qu'il y a des trappes à bas salaire? C'est-à-dire que peut-être que c'est un raccourci qui est trop rapide, mais dans le sens qu'à ces niveaux de salaire bas, du fait de ces exonérations qui incitent à l'embauche de ces travailleurs à ces salaires, est-ce que ça concorde avec ce dont vous parlez, de cet aller-retour ou de cette stagnation du marché de certains emplois à ces niveaux et à ce marché secondaire? Alors, il y a deux choses. Je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de trappe à bas salaire, on a un angle, en tout cas sur les débats des derniers mois, et notamment les travaux autour du rapport Bozio-Wasmer auquel j'ai eu la chance de pouvoir participer. On a pris un angle assez particulier des trappes à bas salaire, qui était plutôt l'idée que les barèmes d'allègement en fait, vont plutôt ralentir la progression. Donc, c'est plutôt pour des gens qui sont dans le marché primaire, où en fait, ça coûte plus cher d'augmenter le salaire net de quelqu'un qui bénéficie des allègements, parce qu'en fait, quand vous augmentez son salaire, vous avez moins d'allègements aussi. Donc, il y a un espèce de surcoût, et les employeurs, les organisations d'employeurs ont dit il y a quand même un problème à cet endroit-là. Et donc, on a regardé vraiment cet angle-là, qui du coup n'a pas forcément de lien avec les questions de marché primaire, marché secondaire. Sur les questions de salaire d'embauche, ça fait en fait, c'est assez rigolo quand on a fait aussi le rapport sous la mission d'Antoine Bozio et d'Étienne Wasmer. On a aussi refait un peu d'historique des questions de trappe à bas salaire. On voit que c'est aussi très cyclique. L'économie est cyclique partout. De temps en temps, on parle des salaires d'embauche. De temps en temps, on parle de la progression salariale. De temps en temps, on parle des seuils, des effets de seuil, etc. Pour être honnête, la question des salaires d'embauche n'était pas trop dans le débat ces dernières années. Et on s'en est rendu compte. On travaille dessus actuellement. Et pour essayer de voir, mais je pense que ça rejoint aussi tout le débat autour des monopsones et du pouvoir de marché des entreprises. Et si les entreprises sont capables de fixer le niveau de salaire, où est-ce qu'elles le fixent? Et est-ce qu'elles le fixent notamment en optimisant certains dispositifs? Je pense que c'est des questions importantes. Malheureusement, pour l'instant, on reste encore un peu dans le flou sur ces questions. Thomas, justement, il me semble que vous avez travaillé sur ces questions de dynamique d'inégalité salariale en lien avec les exonérations de cotisations sociales à ces niveaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces dynamiques? Oui, donc c'est vrai que c'est un dispositif, si on revient sur l'historique du chômage massif en France, début des années 90, il y a vraiment trop de chômage, donc les gouvernements successifs se disent qu'il faut faire quelque chose. Et il y a donc un coupable un peu désigné, c'est le coût du travail et le salaire minimum qui est assez élevé en France. Donc, mais politiquement, toucher au salaire minimum, c'est difficile. Donc,
la France se met à dire bon bah on a des niveaux de cotisation sociale très élevés, hein, donc on a déjà un salaire minimum élevé, puis après il y a beaucoup de cotisations sociales. Aujourd'hui, par exemple, sans les exonérations, là, les cotisations sociales, c'est tel que si l'employeur paye 100, une fois qu'on a pris les cotisations employeurs et salariés, vous n'avez plus que 55 environ. C'est quasiment la moitié du coût du travail, ça part en cotisation. Donc on se met au niveau du salaire minimum à baisser les cotisations. Mais avant ça, on avait fait autre chose, et c'est assez intéressant, c'est que le système de protection sociale français est d'inspiration bismarckienne, au sens où les cotisations sont censées donner lieu à des bénéfices. On cotise pour sa retraite, puis on va avoir à la retraite quelque chose qui est proportionnel, globalement proportionnel à ce qu'on a cotisé. Je vais très vite, je simplifie un peu, mais c'est l'idée. Et de fait de ce principe, en fait, les cotisations étaient plafonnées. C'est-à-dire que les gens qui avaient les plus hauts revenus payaient très peu de cotisations, presque pas, parce qu'au-delà d'un plafond, on payait plus de cotisations. Donc on payait que sur une fraction de ces rémunérations. Et on a enlevé, alors pour renflouer les caisses de la sécurité sociale, on a renfloué on a enlevé ces plafonds, pardon, de sorte que les gens très bien rémunérés se sont mis à payer de plus en plus de cotisations, alors que historiquement ils en payaient très peu. Et puis après, donc ça c'était les années 70-80, puis les années 90 jusqu'à maintenant, on a enlevé des cotisations en bas. Donc on en a rajouté beaucoup en haut, puis on en a enlevé beaucoup en bas. Et donc, on a fait une sorte de redistribution massive, parce que c'est des cotisations qui ne donnent pas lieu à des bénéfices. C'est quantitativement gigantesque, en fait. La France s'est mise à redistribuer massivement avec les cotisations sociales. On a un travail avec Antoine Bozio et Malka Guyot où on regarde ça. Et du fait de cette redistribution qui ne se fait pas par l'impôt sur le revenu, mais par ce système de protection sociale qui n'est pas censé être pour ça, qui est du coup un peu caché, c'est quelque chose qui a été très peu vu. Les syndicats, par exemple, pensent que les baisses de cotisation, c'est des cadeaux qu'on fait aux entreprises, aux patrons, alors que en fait, on fait ces baisses en bas de la distribution pour les gens peu qualifiés, et puis avant, on avait augmenté en haut. Et donc, de ce fait, la France est l'un des seuls pays développés où, depuis 40-50 ans, les inégalités de salaire n'ont pas augmenté et ont même baissé. Donc on a réussi, on parle beaucoup des cotisations du point de vue de l'emploi, et maintenant on en parle du point de vue des carrières, des progressions salariales qui sont limitées, parce qu'évidemment, quand on augmente, comme l'expliquait Mickaël, on perd tous ces bénéfices d'exo de cotisation. Mais malgré tout, on a une sorte de succès quand même, qui est qu'on a réussi à juguler la hausse des inégalités de salaire par ces transferts qu'on a fait avec les cotisations patronales. Donc, il y a des inégalités de coût du travail qui ont augmenté, c'est-à-dire ce que paye une entreprise pour quelqu'un de très diplômé par rapport à quelqu'un de peu diplômé. Ça a augmenté, comme dans tous les pays développés, en fait, du fait de transformation, de progrès techniques, de transformation que je ne vais peut-être pas avoir le temps de bien décrire. Mais c'est ce qu'on a fait avec les cotisations. Pour les salaires, on a réussi à limiter cette hausse qu'on voit partout dans les pays développés, et la France ne l'a pas connue. On a même une petite baisse des inégalités de salaire. Merci beaucoup. Pour rebondir et donner la parole à Gilbert, pour recontextualiser aussi ces histoires de cotisation sociale, il y a à la fois, il y avait un problème dans les années 80, une volonté d'embaucher plus de travailleurs moins qualifiés, et comment inciter le travail moins qualifié à augmenter dans les embauches des entreprises en diminuant les exonérations, mais il y avait aussi un problème de compétitivité, une volonté d'exporter à moindre coût que les voisins. Et quel levier? Il y a soit le levier de la qualité, de l'innovation, donc, qui passe par l'éducation, la formation, qui prend du temps, qui coûte aussi énormément, avec des effets à discuter. Mais il y a aussi il y avait le levier de baisse des coûts. Comment je peux être plus compétitif par rapport à l'Allemagne si j'exporte le même bien? Je baisse les coûts et ça se voit dans les prix. C'était aussi à l'époque, dans les réformes Balladur, etc., dans les années 80, c'était une des dynamiques. Pour passer à vous, Gilbert, dans ce débat des exonérations avec le rapport Bozio-Hasmer, est-ce que, déjà, quel est votre avis sur ces politiques? Est-ce que ces politiques, on doit aller plus loin, parce qu'il y a encore un problème de taux d'emploi chez les moins qualifiés? Est-ce qu'on doit aller plus loin? Quels sont leurs effets? Est-ce que vous avez pu constater des trappes à bas salaire à ces niveaux-là de SMIC? Déjà, quand on s'intéresse à l'équilibre du marché du travail, il faut bien considérer que la diversité, le contraste est énorme dans un pays comme la France. Je vais l'illustrer par juste une remarque. Quand on regarde les bassins d'emploi, et le taux de chômage dans les bassins d'emploi en France, bassins d'emploi, je ne sais pas combien il y en a, il doit y en avoir 400, quelque chose comme ça, 400 bassins d'emploi, donc c'est quelque chose d'assez fin. On voit que il y a des bassins d'emploi avec un fort taux de chômage relatif, plus élevé que la moyenne française, et puis des bassins d'emploi avec des faibles taux de chômage relatifs.
Et parfois, ces situations très contrastées sont géographiquement très proches. Un bassin d'emploi avec un fort taux de chômage relatif est juste à côté d'un bassin d'emploi avec un faible taux de chômage relatif. Alors, ça interroge, bien sûr, et l'interrogation est encore décuplée quand on compare une carte de ce type-là, avec les taux de chômage relatifs des différents bassins d'emploi, avec la même carte il y a 20 ou 30 ans. Et ce qu'on voit, c'est que ce sont les mêmes bassins, je caricature un peu, mais c'est quand même grandement ça, c'est les mêmes bassins d'emploi qui ont un taux de chômage relatif élevé 30 ans après, et les mêmes bassins d'emploi qui ont un taux de chômage relatif faible. L'offre de travail, en 20 ou 30 ans, ne s'est pas déplacée à 30, 40, 50 kilomètres pour aller vers là où il y avait moins de tension, enfin un taux de chômage plus bas et des situations sur un équilibre sur le marché du travail qui était plus favorable, bien sûr, pour trouver un emploi. Alors, ce genre de choses interroge. Ça signifie qu'il peut y avoir des freins à la mobilité en termes de transport collectif, bien sûr, en termes de transport individuel aussi, les difficultés pour des jeunes à avoir le permis de conduire en France, qui sont particulièrement élevées, ça peut être un élément d'explication. Puis il peut y avoir aussi des désincitations à la mobilité qui sont liées à une organisation fiscale. Hein. Les droits de mutation en France, quand on se compare à d'autres pays, sont très élevés. Donc bouger d'un appartement qu'on possède à un autre appartement qu'on pourrait posséder, quelle que soit la distance d'ailleurs, est quelque chose qui est fortement taxé. Ce qu'on appelle le droit notariaux, c'est pas les notaires, hein, c'est l'État, enfin les administrations publiques au sens large qui taxent à cet égard. Donc, quand on réfléchit aux équilibres sur le marché du travail, et que ce soit pour les peu qualifiés, mais principalement, parce que pour eux, ces coûts-là peuvent être assez dirimants, mais aussi pour d'autres segments de la force de travail, en particulier pour les jeunes. Il faut s'interroger non seulement sur des questions de formation, il faut non seulement s'interroger sur des questions d'activer les recherches d'emploi, de donner les bons signaux financiers, mais il y a aussi d'autres questions massives qu'il faut envisager, comme les freins à la mobilité qui peuvent être liés à des dispositions fiscales, à un manque de moyens de transport, à des conditions d'obtention du permis de conduire. On a un collègue, Francis Kramars, qui avait beaucoup écrit là-dessus. Conditions d'obtention du permis de conduire. Le coût du permis de conduire en France est très élevé par rapport à d'autres pays. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas une réponse à ce problème très, très important. Il y a une constellation de réponses de politique économique qui doivent être envisagées pour poursuivre le mouvement qu'on observe en moyenne en France d'augmentation des taux d'emploi. Et puis la deuxième remarque que je voulais faire, on parle beaucoup des allègements de charges. Le rapport Baudio-Wasmer était très focalisé là-dessus. Il faut aussi parler des prestations qui sont données aux bas revenus et aux bas revenus du travail également. Et ces prestations, que ce soit la prime d'activité, que ce soit les aides au logement, les APL, etc., sont évidemment dégressives avec le revenu. Et ces dégressivités s'empilent, s'ajoutent à celles des exonérations sociales. Et l'adresse nous avait fourni un chiffre édifiant à la fin de l'année 2023, hein, pour une augmentation du revenu net, une fois qu'on prend en compte l'imposition et les prestations, du revenu net de 100 euros d'un salarié à temps plein au SMIC, célibataire, eh bien, il en coûte près de 500 euros à son employeur, 480 et quelques, mais je crois que le chiffre a changé récemment. Oui, ça a été mis à jour le mois dernier par la base. Je crois que le chiffre a changé, donc. Mais près de 500. Entre 450 et 500 euros. Oui, mais entre 450 et 500 euros. Donc, vous voyez, ça signifie quoi? Ça signifie qu'un chef d'entreprise qui a l'impression de gratifier d'une façon correcte l'effort d'un salarié parce que ça lui en coûte près de 500 euros par mois, eh bien, rencontre la déception de ce salarié qui, lui, en termes d'augmentation de son revenu net, ne bénéficie que de 100 euros par mois. On est au bout du rouleau en France sur les transferts sur les bas revenus avec nécessairement une dégressivité, parce que sinon ça coûterait un argent de dingue, comme disaient certains, et puis notre système d'exonération sociale qui est évidemment dégressif. Donc là, il faut envisager une rationalisation de ces choses-là. Du côté des allègements de cotisations sociales, il y a des propositions qui sont faites dans le rapport Baudio-Wasmer.
qui rejoignent d'ailleurs ce qu'on pouvait évoquer dans le cadre du groupe d'experts sur le SMIC pour atténuer la dégressivité de ces exonérations à coût nul pour les finances publiques. Du côté des prestations, c'est complexe. C'est complexe parce qu'à coût nul, ça signifie des gagnants et des perdants pour réduire la dégressivité. Et les perdants, ce n'est pas des nantis. Donc, c'est quelque chose de socialement, je ne parle même pas de l'aspect politique, mais de socialement assez dur parce que ça signifie retirer certaines prestations à des personnes qui ne sont pas des nantis pour les donner à d'autres et essayer en cela de réduire la dégressivité des prestations sociales, primes d'activité, de logement, etc. Merci beaucoup. Alors malheureusement, il nous reste très peu de temps, on est même en train de dépasser. Comme vous voyez, les thématiques sont très larges, on aimerait en aborder beaucoup et j'aimerais très rapidement qu'on puisse parler des changements technologiques sur le marché du travail qui sont quand même assez importants et on se demande est-ce que tout bêtement, est-ce que l'intelligence artificielle, ça va changer des choses sur le marché du travail? Est-ce que les nouvelles organisations du travail, telles que le télétravail, vont changer des choses? Et j'en profite, Thomas, vous avez travaillé sur le télétravail. Et on se demande, le télétravail, est-ce que c'est une réponse à la conciliation vie privée, vie professionnelle? Est-ce que ça augmente la productivité du travailleur? Est-ce que c'est le cas ou non? On change vraiment de sujet, mais c'est pour essayer d'aborder le plus possible ce qu'on voulait aborder. Ouais, effectivement, il ne reste pas beaucoup de temps, donc c'est un énorme sujet en soi, le télétravail. Donc, je ne sais pas exactement comment me lancer sur le télétravail. Gilbert, il me semble que tu as travaillé aussi sur mais je peux commencer, mais sur télétravail et productivité, il n'y a pas de consensus très clair, me semble-t-il. Il y a eu quelques expérimentations qui montraient, dans certains cas, ça augmentait la productivité. Il y en a eu d'autres plus récentes qui montrent qu'en fait, non. Donc ça a l'air d'être quand même très lié au contexte, au type de travail, à la façon dont c'est mis en place, à quelles sont les personnes qui vont télétravailler. Alors je peux parler plus, pour rester dans la veine sur laquelle j'ai commencé, des conditions de travail, de conciliation vie personnelle, vie professionnelle. C'est pas pour l'instant un outil qui a l'air de permettre très bien ces objectifs-là. Dans les enquêtes, on a plutôt l'impression que… Alors peut-être quand même une chose avant, c'est-à-dire que depuis le Covid, en France, on est assez stable sur le télétravail. C'est-à-dire que ça n'a pas continué d'augmenter, mais contrairement à ce qu'on peut peut-être lire récemment avec plein d'entreprises, Amazon, etc., qui demandent à leurs salariés de revenir 100% dans les locaux de l'entreprise. On n'a pas, alors peut-être que ça, c'est un mouvement très récent qu'on verra dans les statistiques dans quelques mois, mais on a plutôt une stabilité autour de 25%, je crois, de télétravailleurs. Mais c'est aussi quelque chose qui limite la déconnexion, les temps de travail versus les temps de vie personnelle. Si vous demandez aux femmes si ça les aide à concilier, on peut demander aux hommes aussi, mais comme la charge des enfants incombe plus aux femmes, c'est pour ça que je parle des femmes, à concilier ça avec le travail de la vie de famille, elles ne vont pas vous dire massivement oui. Mais là aussi, c'est il me semble, des questions de la manière dont on le met en place, de s'y familiariser, d'apprendre à vivre dans un monde où on télétravaille, en fait. Je pense que c'est pas juste télétravail, oui ou non. Si c'est oui, on va voir ses effets. Il y a tout un tas de mécanismes, de manières de le concevoir, de l'articuler avec les temps où on télétravaille pas, mais où on travaille quand même pour son entreprise, et les temps où on télétravaille pas et où on est chez soi, qui sont assez fondamentaux. Peut-être deux derniers points. Une étude qui montre que ça peut avoir des effets, d'Éric Morin, un collègue, qui montre que ça peut avoir des effets négatifs sur la santé quand même. Notamment du fait de moins se déplacer, en fait, d'être plus sédentaire. Les gens se déplacent moins. Il a l'air de trouver ça. Et d'autres travaux que j'ai fait moi avec des collègues, où on regarde les inégalités. Donc là, ça rentre dans tout ce que je disais sur les conditions de travail. On sait que le télétravail, c'est quelque chose pour les cadres. Donc il y a des inégalités assez fortes d'accès. Mais on avait tendance à penser que c'est quelque chose pour les cadres parce que les ouvriers ne peuvent pas télétravailler. Mais en fait, il y a beaucoup de métiers non qualifiés, employés de bureau. Ils sont une grande part de l'économie, des millions de personnes qui ont toutes les caractéristiques d'emploi télétravaillable. Et pour autant, ces métiers-là, ils étaient déjà plus télétravaillables que les métiers de cadre des années 90. Au tout début, on a regardé ça historiquement. C'était des métiers où depuis très longtemps, en fait, les gens sont devant des ordinateurs toute la journée, ils peuvent télétravailler. Et le taux de télétravail parmi ces métiers-là
peu qualifié, il est très faible, il demeure très faible aussi. Donc là, dans la réflexion sur les conditions de travail, à qui on offre le télétravail, je pense qu'il y a des points aussi à creuser. Merci beaucoup. Est-ce que Michael, vous voulez rapidement rajouter des éléments sur le changement technique? Non, je suis d'accord avec tout. On a des travaux en cours également. On a publié deux publications d'ARES au début du mois sur le sujet, avec une enquête qui s'appelle Trakov, donc, qui a été initiée au moment de la crise Covid et qui regarde comment le marché du travail a été transformé durablement ou pas par la crise sanitaire. Effectivement, le télétravail, c'est quand même le grand axe et peut-être le seul finalement reste de la crise sanitaire qu'on voit aujourd'hui. Et voilà, ça rejoint exactement les résultats que donnait Thomas. Et on travaille actuellement pour essayer d'approfondir ces questions aussi sur la productivité qui sont très très complexes. Merci beaucoup, Gilbert. Ouais. Oui, télétravail, on a fait une grosse étude avec Antonin Bergeau et Simon Drapala, qui est PSE d'ailleurs également, sur la question, sur des données individuelles, pour voir les effets de télétravail sur la productivité. Et en fait, nos résultats allaient dans le sens aussi d'autres résultats qui étaient obtenus par des études de l'OCDE, pour montrer qu'il y avait une courbe en U. C'est-à-dire que quand on faisait un peu de télétravail, ça augmentait la productivité, et quand on en faisait beaucoup, ça réduisait la productivité. Pourquoi ? Parce que tous les effets favorables sur la productivité, de discussions informelles, éventuellement des retours de la machine à café, de ce genre de choses, n'existaient plus si on était à 100% en télétravail. Donc il y avait un isolement des travailleurs qui était en soi très négatif sur la productivité. Mais en tout cas, un télétravail, dans nos évaluations, entre 1 et 3 jours par semaine, était favorable à la productivité. Ça rejoignait des études d'un des grands Manitou de la recherche sur le télétravail, Nick Bloom, qui nous montrait plusieurs choses. Les gains de productivité qu'on obtient sont liés à trois éléments. Plus de satisfaction, parce que quand même, pour certains, pour beaucoup de gens, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a une aspiration des travailleurs au télétravail, une meilleure conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Donc les gens étant un petit peu plus heureux, travaillent un petit peu plus. Le temps économisé en transport est en partie spontanément dédié à davantage de travail de la part des télétravailleurs, c'est ce que montrait Nick Bloom. Et puis quand le télétravail est bien organisé dans l'entreprise, il y a une économie de locaux, donc d'immobilisation, qui est un facteur d'augmentation de la productivité globale des facteurs. Ces 3 éléments qui étaient en jeu. Et d'un point de vue salarial, ce qui était intéressant, c'est que Nick Bloom avait montré par des enquêtes massives qui ont été faites dans différents pays que les salariés étaient prêts à payer pour télétravailler. C'est-à-dire quand on leur demande combien vous seriez prêt à payer en termes salarial pour télétravailler entre 1 et 3 jours par semaine, eh bien, la médiane était à peu près 5%. 5%, la médiane des gens, 50% des gens, en moyenne, étaient prêts à mettre plus, 50% des gens à mettre moins, mais en tout cas, les gens étaient prêts, pour la médiane, à faire un sacrifice salarial de 5% pour télétravailler. Ce qui signifie quand même que le télétravail répond à certaines attentes. Peut être très mal organisé, peut être, etc. Enfin, les conditions locales, évidemment, sont éminemment importantes, mais peuvent répondre à une certaine attente. Et puis, dernier point, beaucoup de gens disent ça peut être la réponse au problème climatique. Non, ça ne peut pas être la réponse au problème climatique. Ça ne peut pas être la réponse au problème climatique. Il y a un excellent travail de l'ADEME qui avait montré que quand les gens se déplacent moins souvent pour aller travailler, souvent ils se déplacent de plus loin. Ils vont habiter plus loin pour avoir le charme de vivre dans la nature. Il y a des gens qui travaillent à Paris maintenant qui habitent à Bordeaux parce qu'ils viennent à Paris 2 jours ou 3 jours par semaine. Donc, en termes de gains climatiques, gros point d'interrogation, mais il ne faut pas attendre, en tout cas, du télétravail d'être une réponse à l'urgence climatique. On chauffe plus chez soi aussi. Je crois qu'ils avaient montré ça aussi. Merci beaucoup. Bon, comme vous l'avez vu, on pourrait continuer nos discussions pendant des heures, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti s'est écoulé. Donc, peut-être qu'on peut passer rapidement s'il y a quelques questions dans la salle. Sinon, je vous donne rendez-vous à 16h30 pour une discussion avec Gilbert sur le livre « Les travailleurs mais pauvres » qui vient de sortir. Y a-t-il des questions ? N'hésitez pas, c'est l'occasion aussi d'aborder d'autres thématiques dont on n'a pas abordé.
Oui, bonjour. Dans la question MeToo réalité, je voulais savoir si dans vos différents travaux, vous avez constaté, on lit ou j'ai lu dans différentes statistiques que notamment les plus jeunes, mais pas que, avaient une volonté d'avoir plus d'autonomie dans leur mode de travail. Et j'avais le sentiment qu'ils se dirigeaient vers plutôt l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que le travail non salarié. Et je ne parle pas nécessairement des plateformes et où effectivement on peut discuter des statuts de ces travailleurs-là, mais voilà, une volonté de travailler, de s'inscrire dans le marché du travail, mais en indépendant. Et donc, je pense que je ne sais pas si ça rentre dans vos statistiques ou pas, ce développement, cette forme-là de travail. Je peux prendre la question. Ce qu'on Alors, le besoin d'autonomie, je crois qu'il est effectivement assez partagé. Les enquêtes de conditions de travail qui sont faites par la DARES montrent que ça a plutôt tendance à stagner chez les salariés, ces questions d'autonomie au travail, la liberté un peu individuelle des salariés. Ça a tendance à stagner, alors que, en fait, si on regarde depuis 40 ans, on est sur une économie qui s'est beaucoup qualifiée, qui s'est cadrisée. Aujourd'hui, on a un quart des salariés qui sont cadres ou professions intellectuelles supérieures. Donc, on pourrait se dire, au contraire, c'est des métiers où l'autonomie est valorisée et puis un peu plus forte. Et en fait, quand on regarde en moyenne, l'autonomie n'est pas. Donc, peut-être que l'auto-entreprise, le statut d'indépendant est une réponse pour échapper justement à ces sujets sur le salariat. Aujourd'hui, dans les statistiques, on voit des frémissements, mais rien de massif, hein. Même l'ubérisation, les choses comme ça touche quand même des secteurs relativement petits, donc on ne voit pas grand-chose au niveau statistique, sachant qu'en parallèle, on a quand même une énorme... En fait, c'est pas forcément très su, mais là, on a encore une baisse du nombre d'indépendants jusqu'au début des années 2000, hein, alors qui est lié à beaucoup de facteurs, notamment la baisse du nombre d'agriculteurs, des choses comme ça. Mais donc là, on est arrivé à une stabilité à peu près à 10% d'indépendants sur l'ensemble des gens qui travaillent, et on est à 11% aujourd'hui, donc ça frémit tout doucement, mais rien de massif. Donc par ailleurs des personnes qui sont beaucoup plus difficiles à analyser dans les statistiques. Un revenu indépendant, est-ce que c'est du salaire, de l'activité? C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, c'est des travaux qui demandent plus de temps aussi pour être concrétisés. Pour compléter, donc une situation caractérisée de mal-être au travail, ou en tout cas de conditions de travail difficiles, il y a un sociologue, Carasek, qui a fait une grille d'analyse où ça ne va pas quand on n'a pas d'autonomie dans son travail et beaucoup de demandes. Ça, c'est une situation, voilà, de tension au travail. Donc, on peut mesurer ça avec des enquêtes, et puis ça a été validé parce qu'on voit qu'effectivement, les salariés qui sont dans cette situation, avec pas d'autonomie, mais des fortes demandes, une forte intensité du travail, ont plus de maladies professionnelles, burn-out, etc. Et là, c'est aussi une dimension sur laquelle la France n'est pas très bonne, avec souvent des organisations très verticales, assez hiérarchiques du travail, qui font qu'on a assez peu d'autonomie. Mais il y a moyen de changer ça. Donc, je peux peut-être juste donner un mini-exemple, quelque chose qu'on est en train d'évaluer par une expérimentation dans le secteur des services à la personne, où l'organisation est très top-down. Donc, service à la personne, vous savez, vous allez faire des ménages, des toilettes, etc. Et puis, vous avez du travail très morcelé, qui est un des autres problèmes, ou des grands problèmes contemporains, d'horaires très morcelés, très atypiques. Et là, l'organisation top-down, vous avez un responsable qui fait les plannings pour tout le monde. Puis vous avez votre planning, puis il y a des trous, etc. Et là, ce qu'on évalue, c'est on organise le travail par équipe autonome, ça s'appelle Buurtzorg. Ces petites équipes ça vient des soins infirmiers aux Pays-Bas. Des petites équipes de 10 personnes qui gèrent de manière autonome les plannings, des éventuels remplacements. On a les premiers résultats, je pourrais en parler très longtemps, mais le temps tourne, mais on a les premiers résultats qui montrent que les salariés sont globalement plus satisfaits. Les coûts diminuent plutôt, parce qu'en fait, on a moins besoin en plus d'un planificateur ou d'un manager. Donc, le manager devient une personne en soutien. Ces personnes peu qualifiées gagnent aussi en compétences parce qu'elles gèrent, au lieu d'aller juste suivre le chemin des interventions avec des trous partout, tout le temps. Donc, il y a moins de trous, évidemment, ça c'était l'objectif dans les plannings, mais elles gagnent aussi en compétences, l'organisation est plus collective, etc. etc. C'était pour montrer que, effectivement, même au sein du salariat, il y a moyen, il y a quand même un peu d'espoir de trouver des organisations qui permettent de gagner en autonomie
et d'avoir un peu plus d'émancipation dans son travail. Gilbert, juste un point de complément, je me souviens d'une session qui s'était tenue aux Journées de l'économie où cette question était abordée et il y avait un résultat absolument frappant qui était donné. Vous voyez, les jeunes sembleraient avoir une aspiration plus forte que les moins jeunes au travail indépendant. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un effet d'âge ou est-ce que c'est un effet de génération ? Est-ce que vraiment, maintenant, les personnes voudraient, ou est-ce que c'est simplement lié ? Et la réponse à cette question était que c'était surtout un effet d'âge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des enfants arrivaient, où les gens avaient la charge d'enfants, avaient pris des emprunts pour payer l'achat d'un logement, eh bien, la recherche de sécurité et des sécurités de l'emploi salarié et de l'emploi en CDI augmentait considérablement dans les aspirations de l'offre de travail. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, c'est plus un effet d'âge et d'état civil, d'une certaine façon, qu'un réel effet de génération. Mais les résultats étaient très frappants. Donc, quand on voit ces différences d'aspiration entre des jeunes qui sortent du système éducatif et puis des moins jeunes qui en sont sortis il y a longtemps, il faut faire attention. Ce n'est pas forcément un effet de génération. Ces jeunes-là pourront peut-être changer quand ils auront la charge financière en particulier d'enfants et puis aussi la charge financière du remboursement de crédit immobilier, par exemple. Merci, c'est très intéressant. Ma question, c'est qu'on entend souvent dans la presse, notamment de la part du patronat, qui sont extrêmement taxés, que les taux de cotisation sont très élevés, enfin qu'on est. Vous avez rappelé, c'est depuis les années 90, depuis Alain Juppé, je crois, on n'arrête pas de. On n'a pas. Enfin, en tout cas. Est-ce que c'est un mythe qu'on n'a pas cessé de faire des abattements de cotisations? Et ça a encore continué. La politique de l'offre, c'est bien de diminuer le coût du travail. Donc j'ai l'impression qu'on a un discours qu'on entend le travail coûte cher, et d'un autre côté, on a 30 ans de baisse de cotisation. Donc je n'arrive pas à faire de faire le point sur ces deux discours qui m'ont l'air parallèles. Merci beaucoup. Peut-être juste très vite, après je te laisse Thomas compléter. Déjà dans le constat, effectivement, depuis le milieu des années 90, il y a eu des empilements successifs de dispositifs d'exonération. On n'a jamais reculé, on a toujours augmenté les exonérations de cotisations. Donc en pratique, on a baissé les cotisations, pas partout, plutôt pour les bas salaires. Puis à partir du CICE pour des salaires qui sont un peu moins bas. Donc CICE, c'est jusqu'à 2,5 SMIC. 2,5 SMIC, c'est 90% des salariés qui sont en dessous quand même. Et après, avec le pacte, c'est 3,5 SMIC. Et là, on a 97% des salariés. Donc on n'est plus sur des bas salaires, même si les niveaux d'exonération sont dégressifs. Et en fait, peut-être ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces politiques-là, elles ont considérablement déconnecté aussi le salaire et le coût du travail. Et du coup, il y a des questions un peu de, en fait, les salaires sont hauts, mais le coût du travail est bas. Quand on regarde dans les comparaisons internationales, en France aujourd'hui, quand on compare le SMIC avec les autres pays, le revenu des gens qui sont rémunérés au SMIC est parmi les plus élevés des économies développées. Et par contre, le coût du travail des gens qui sont payés au SMIC est parmi les plus faibles. Et donc, peut-être que cette déconnexion-là aussi fait que pour les agents économiques, que ce soit les employeurs ou les salariés, il y a des questions compliquées. Et effectivement, ça paraît étonnant de se dire aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de cotisation au niveau du SMIC. Et c'est maintenant identifié comme un problème quand on veut augmenter les salaires. Voilà. Et donc, c'est peut-être aussi ce hiatus entre les deux notions qui s'expriment là-dedans. Est-ce que vous souhaitiez compléter ? Oui, le point de vue est tout à fait juste. Alors, d'ailleurs, il est un peu abordé dans le rapport Baudio-Wasmer, mais il avait été abordé dans des travaux antérieurs également. La protection sociale est fortement financée en France par des alourdissements du coût du travail. Quand on regarde les pays nordiques et scandinaves, on se dit, mais ces pays-là ont des taux de prélèvement très largement inférieurs à la France et pourtant des taux de TVA qui peuvent être très supérieurs à la France. Ils sont souvent au taquet, au maximum de 25%. Comment on peut expliquer ça ? Eh bien, on peut expliquer ça par le fait que dans ces pays, la protection sociale non contributive,
hein, c'est-à-dire tout ce qui est santé en dehors des indemnités journalières, tout ce qui est famille, etc., est prélevé sur des assiettes très larges, l'ensemble des revenus, c'est-à-dire par des choses comme la CSG en France, ou l'ensemble de la consommation par des prélèvements du type de la TVA, et ne s'ajoutent, ne sont des composantes du coût du travail que pour ce qui est contributif. En France, on n'a pas cette logique-là. Et le fait de ne pas avoir cette logique-là, eh bien, ça aboutit à faire reposer sur le facteur travail, effectivement, des éléments forts, une part forte du financement de la protection sociale non contributive. On se retrouve dans une situation un peu nuancée, un peu contrastée avec ces pays nordiques et scandinaves. Ça explique en bonne partie un coût du travail sur lequel repose énormément de choses. Alors, c'est une question qui est bien abordée dans le rapport Baudio-Wasmer, qui avait été abordé dans des travaux antérieurs. Changer ça, ça serait un bouleversement fiscal d'une ampleur phénoménale. Faut être prêt. Ça ferait du débat, parce que en France, vous voyez, par exemple, quand on parle d'augmenter la TVA, tout de suite, c'est anti-redistributif, non, ça ne l'est pas tant que ça, etc. Enfin, voilà, ça serait du lourd, en quelque sorte. Mais tôt ou tard, il faudra sans doute passer par là, parce que l'exemple de ces pays-là nous montre que ça marche assez bien, d'une part. Et puis, la deuxième raison, c'est que c'est quand même une logique assez évidente, quoi, que ce qui est non contributif dans la protection sociale devrait être financé soit sur l'ensemble des revenus, soit sur une assiette également très large, comme la consommation via la TVA, ce qui permet de faire payer les touristes en particulier. Vous voyez, donc, voilà, il y a une réflexion à avoir là-dessus. On n'est pas encore en situation de l'avoir, parce que je dirais que le pays n'est pas prêt à l'avoir, quoi. Ça bouleverserait tellement le système fiscal et social en France qu'il faut se sentir fort pour s'engager là. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions avant peut-être de je pense, passer à la prochaine conférence? On a beaucoup débordé. Alors, ma question, c'est est-ce que le niveau des salaires représente une juste productivité des personnes dans l'entreprise, dans le sens où dans le marché primaire, on va avoir un salaire qui augmente avec l'âge, on acquiert de l'expérience, mais par rapport à des personnes qui sortent d'études, on perd peut-être aussi en compétences sur les nouvelles technologies, par exemple. Et du coup, est-ce que ce salaire-là est juste par rapport à la productivité? Et en deuxième question imbriquée à l'intérieur, il y a une loi sur la transparence des salaires qui va arriver en 2026. Est-ce que ça va avoir une incidence sur les salaires? Je voudrais avoir votre avis sur la question. Juste sur le premier point, de façon globale, Thomas et Michael connaissent beaucoup mieux les choses que moi. Après, en termes de façon plus granulaire, de façon globale, la France est un pays dans lequel le partage salaire-profit, partage de la valeur ajoutée entre le coût du travail et ce qui revient aux entreprises, est relativement stable depuis la fin des années 80. Contrairement à beaucoup de pays où on a observé une déformation en faveur des profits, en France, ça fluctue autour d'un niveau qui est relativement stable. On avait montré ça dans des travaux avec Philippon et avec Keul, une jeune économiste de l'INSEE. On avait montré ça. C'est un contraste fort. Donc, voilà, les salaires, le coût salarial semble en bonne relation avec les évolutions de la productivité dans un pays comme la France. Alors maintenant, derrière ce constat global, il y a beaucoup de diversité qu'il ne faut pas oublier. Au niveau individuel, il n'y a pas de. C'est très dur de répondre à cette question. Peut-être je peux rappeler que quand même, dans beaucoup de cas, la production reste collective. Donc le travail est collectif et chacun vient mettre sa part à l'édifice, d'un édifice complexe et collectif. C'est même la raison d'exister des entreprises, c'est parce qu'il y a une dimension collective qui demeure dans beaucoup de travaux de production. Et dans ce cadre-là, est-ce que le marché fonctionne suffisamment bien pour que chacun soit rémunéré à sa contribution, à la production collective, à sa productivité marginale? C'est ça qui devrait fonctionner. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de rapports de force, de normes, d'institutions, mais c'est une très grande question et on est tous un peu divisés là-dessus. Et donc, dans quelle mesure on est proche d'un salaire qui reflète la productivité via le marché, ou bien d'un partage de gâteaux produits collectivement avec plein de modalités de partage différents.
Bon, on n'est pas tous complètement d'accord là-dessus. On est entre les deux, mais voilà, et c'est aussi ça qui fait peut-être une spécificité et une complexité du marché du travail, c'est que on n'a pas très immédiatement des mécanismes qui font qu'au niveau individuel, on est capable, du fait de cette complexité, qu'on ne peut pas voir très bien quelle est la contribution de chacun à la production collective, etc. C'est pas évident que le marché puisse rémunérer ça correctement. Sur la transparence, je peux vous dire ce qu'on sait sur les effets de la transparence salariale sur les inégalités hommes-femmes. Ça a des effets globalement positif, ça réduit un peu les inégalités hommes-femmes pour les pays qui ont mis en place la transparence salariale, plutôt en baissant les salaires des hommes. Donc une convergence, on augmente moins les hommes, et du coup les femmes rattrapent. Voilà, donc ça baisse les mieux payés. Je ne sais pas si on aura ça, on verra. Peut-être très vite sur la rémunération, le salaire et la productivité individuelle, je pense que la réponse est non. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Donc, comme le dit Thomas, il y a plein d'institutions qui jouent dans ce sens. Et typiquement, on parlait des allègements de charges. Il y a aujourd'hui, du coup, il y a un écart très important si on regarde en coût du travail, parce qu'en fait, la rémunération, c'est plutôt le coût du travail qui doit être égal à la productivité individuelle. Et le caractère désormais redistributif des cotisations sociales, etc., fait qu'en fait, le salaire que voit le salarié, il n'est plus du tout le reflet de sa propre productivité, puisqu'il y a tout un tas de choses qui viennent s'ajouter. Et pour alimenter aussi la réflexion, une des questions qu'on avait sur les questions d'emploi des seniors, notamment, c'était la question de la productivité en fin de vie, que vous avez un peu, en fin de carrière, plutôt. Pardon. Ouais, la productivité en fin de vie est très très faible. Non, la productivité en fin de carrière, quand on regarde d'autres pays où on constate que via les salaires, justement, les salaires diminuent en fin de carrière, notamment une très belle étude qui compare le Royaume-Uni et la France, alors qu'en France, on est plutôt stable, les salaires stables en fin de carrière. Donc, est-ce qu'il faudrait que les salaires reflètent mieux cette baisse de la productivité en fin de carrière ou pas? Est-ce que ça peut inciter justement à l'emploi des seniors qui sont, parce qu'on sait que pour les seniors, le problème du chômage est relativement faible en masse. Il y a peu de seniors au chômage. Par contre, ils ont beaucoup de mal à retrouver du travail une fois qu'ils sont au chômage. Donc peut-être que des questions de comment on fait pour avoir une meilleure adéquation entre à ce moment-là de la carrière professionnelle, la productivité individuelle et le salaire, ça fait partie des pistes qui peuvent permettre de résoudre certains problèmes bien identifiés. Merci beaucoup. Merci d'être venu et n'hésitez pas à venir à la prochaine conférence.